Ivoire clair, avec Nathalie Barrette et Bianca Lucier d'Alpé. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Bianca. Nathalie. Alors, aujourd'hui, à Ivoire clair, on a eu envie de parler de sport parce qu'en fait, on sait que tout le monde a besoin d'activité physique dans leur vie. L'activité physique est essentielle parce que ça améliore notre santé, en renforçant notre cœur, nos muscles, les os et tout en réduisant le risque de maladies chroniques. Et toi, Bianca, par hasard, est-ce que tu pratiques un sport? Bien, je fais plusieurs sports, mais disons de façon très dilettante. Je fais de la marche, de la rando relax, du yoga, du tennis sonore et du vélo tandem. Ah! Parce que, en fait, on dit que c'est bon pour la santé, mais aussi ça augmente notre énergie, ça favorise un bien-être en général. La santé mentale, c'est incroyable. Ça va réduire le stress, ça va augmenter l'énergie, le bien-être. Moi, je vous dirais, personnellement, j'en fais jamais assez et quand je fais du sport, je suis vraiment une meilleure personne. Ouais. Ce qui est plate, là, c'est de se donner le coup de pied au derrière pour partir parce que quand on revient de faire une activité physique, on est toujours content. C'est juste le courage des fois d'y aller. Alors aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Hugues Leduc. Hugues, qui est quasiment, il va devenir quasiment notre associé, notre partenaire. On t'a reçu pour parler de travail, de surcompensation, mais comme tu es un homme accompli et que tu es aussi dans la vie un grand sportif, on avait envie de te recevoir. Alors, on a décidé, nous, Bianca et moi, qu'on allait créer comme nos propres cartes chouchou. Alors, on a décidé qu'on allait t'inviter encore. Alors, bienvenue, Hugues. Merci d'être ici. Ah, bien, merci de me recevoir pour une deuxième fois. Ouais. Comme j'avais dit, je suis grand, je suis sportif, mais je sais pas si je suis un grand sportif. Ça, c'est tes mots. Et plus tard aussi dans l'émission, on va recevoir François Charton qui a créé Tennistic, qui est un programme de tennis sonore. On va parler de tennis sonore tantôt. Activité à laquelle j'ai pris part avec vous deux parce que vous jouez ensemble au tennis. Alors, donc c'est ça. Toi, tu pratiques... je voudrais juste que tu rappelles rapidement c'est quoi ta déficience visuelle. Ouais, moi j'ai une atrophie du nerf optique. C'est mon champ de vision central qui est affecté. Comment je le vis au quotidien. Mon acuité visuelle est moins bonne, que ce soit de près ou de loin. J'ai environ 16% d'acuité visuelle dans l'œil droit, puis un 12%, 13% dans l'œil gauche. Okay. Ça évolue. OK. Alors, tu peux quand même pratiquer un sport qui est le tennis. Je l'ai dit, on a joué au tennis ensemble, mais on a posé des questions à Dani et Yann, qui jouent aussi au tennis. Alors, on a fait un mini vox pop. J'aimerais ça qu'on les entende, puis on va revenir en studio après pour discuter de sport. Oui, je m'appelle Dani. Je fais de l'albinisme oculaire depuis la naissance. Puis, je pratique le sport de tennis sonore, le hockey cosum, la natation, puis le hockey sonore. Donc, ce que ça m'apporte les sports, c'est la santé physique, la santé mentale, la bonne humeur. Puis c'est pas une option pour moi de pas faire de sport parce que j'ai eu l'expérience de pas faire de sport pendant la COVID, puis c'était vraiment pas beau à voir. Je m'appelle Yann Gobeil, handicapé visuel. J'ai ce qu'on appelle monochromatie des cônes bleus. Fait que ça fait deux choses, que j'ai un problème d'acuité. Fait que j'ai une vision à peu près à, je pense, 25% en termes de distance. Puis j'ai aussi 2 types de cônes sur 3 qui marchent pas, fait qu'une forme de daltonisme assez intense, fait que des problèmes avec les couleurs. Je dirais que c'est ça qui est mon plus gros désavantage. En termes de sport que je fais, j'en fais beaucoup. Je l'ai découvert le sport handicapé assez tard, parce que c'est une naissance, mon handicap. Fait que toute mon adolescence, même au début de mon âge adulte, je faisais du sport normal. C'est un peu plus tard que j'ai découvert le hockey sonore premièrement. Fait que ça, je joue depuis 8 ans peut-être, à chaque semaine. Puis découvert le tennis sonore par le hockey sonore. Fait que je joue aussi au tennis sonore dès que je peux. Fait que ça, c'est des sports ce que ça m'apporte, c'est vraiment de pouvoir avoir une communauté de gens qui sont assez semblables à moi, puis qui voient mal, puis de faire des sports que je serais pas capable de faire sans ça. Mais j'ai aussi un sport que j'ai commencé à pratiquer depuis quelques années, qui est le triathlon, qui est un sport individuel. Fait que ma vision est pas assez basse pour que j'aie besoin, par exemple, d'un accompagnateur en vélo ou à la course. Pour le triathlon, course, nage puis vélo. Puis c'est ça, je le fais avec ma famille. Fait que quand je vois un événement, je vois une course, on fait le tour de la place pour être sûr que tout est
que je reconnais tout, mais sinon, c'est un sport que je suis capable de faire par moi-même. Ben merci à Yann et Dani de nous avoir partagé leur expérience envers le sport, avec le sport. Hugues, tu les connais bien, moi aussi. On fait du tennis ensemble, du tennis sonore. Puis je crois que toi, tu fais du hockey sonore aussi avec Yann et Dani. Toi, de ton côté, c'est quoi les sports que tu pratiques? Hockey sonore, tennis sonore, tennis régulier. Ça fait quelques années que j'ai pas joué. Moi, mon handicap n'est pas de naissance. J'ai beaucoup joué au tennis régulier. Je pense que c'est ce qui fait que je suis encore capable. Mes réflexes sont un peu moins bons. Mais si on faisait un petit vox pop auprès de mes partenaires voyants au fil des 20 dernières années au tennis régulier, je pense qu'ils diraient que je me débrouille correct. Là, ça donne que j'en ai pas depuis quelques années. Fait que je me concentre plus sur le tennis sonore. Et l'été passé, j'ai redécouvert le vélo. J'avais pas fait de vélo depuis ma baisse de vision il y a une vingtaine d'années. Je me suis dit, je serais peut-être capable de me débrouiller sur une piste cyclable. Ça serait peut-être pas trop dangereux. J'ai fait une couple de tests en Bixi. C'était concluant. Aurait fallu me filmer la première fois que j'ai pris mon Bixi. C'était au parc Jean-Drapeau. Puis là, je me mets à pédaler, puis faire du bicycle, c'est comme faire du bicycle. Ça se perd pas. Mais je vais avoir un sourire niaiseux. Je pédalais sur mon Bixi, puis je retrouvais quelque chose que j'avais perdu justement depuis 20 ans suite à ma baisse de vision. J'en avais fait beaucoup du vélo à l'adolescence, puis au début de l'âge adulte. Puis je fais-tu d'autres sports? Ben, c'est déjà pas Ça mal. fait déjà de toi un grand sportif. Mais justement, ton parcours sportif avant, parce qu'il faut le dire, tu as perdu ta vision vers l'âge de la vingtaine. Donc, ton parcours sportif avant, quand tu étais jeune, ça ressemble-tu pas mal à ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des sports que tu as dû arrêter? Arrêter? Non, pas vraiment, parce que j'avais même jamais joué au hockey sur glace. Je jouais beaucoup au hockey gossum, au hockey bottine à l'extérieur avec les amis. Je savais à peine patiner, en fait. Là. Ça a été un enjeu quand j'ai commencé à jouer au hockey sonore, qui est du hockey sur glace, adapté pour personnes handicapées visuelles. À l'adolescence, j'avais joué au basketball. Je jouais un peu au badminton. Ça, j'ai essayé le badminton. Et ça fonctionnait pas. Je pense avec le volant dans les airs. Dans le fond, la meilleure façon de savoir si on peut continuer à faire une activité physique, selon mon expérience, c'est de l'essayer. Puis c'est drôle, le vélo. Je l'avais juste jamais essayé. J'aurais dû l'essayer avant. Bien, j'ai comme une petite inquiétude, Bianca. C'est-à-dire que le vélo à Montréal, déjà, moi, je suis voyante, puis je trouve ça un peu risqué de faire du vélo à Montréal parce que t'as les cyclistes, t'as les piétons, donc, ta vision, toi, parce qu'on l'a déjà fait, l'exercice, mais t'es près de moi. Il y a des choses que tu vois pas de moi, où tu me vois bien. Mon sourire, mes yeux, tout ça. À cette distance-là, on est peut-être à 1 mètre. Ouais. Je te vois quand même assez bien. Je pourrais pas dire tes yeux sont de quelle couleur, mais tu sais, je les vois, je distingue le blanc de l'iris puis de la pupille. Je verrais si tu souriais. OK. Mais donc, à vélo, t'as pas de danger? Le risque zéro n'existe pas. C'est vrai. Il paraît que quand on se lève le matin, dès qu'on se lève le matin, le risque zéro n'existe pas. À chaque matin, quand tu te lèves. Exactement. Fait que, tu sais, c'est tout à fait. Non, c'est vrai. Mais tu sais, je présume, Hugues, quand même, que tu prends pas comment je peux dire, tu t'exposes pas inutilement à des risques. Il y a des pistes cyclables. C'est peut-être plus sécuritaire qu'aller en plein milieu de la rue avec les voitures, par exemple. Tu dois avoir adapté un peu ta façon de te déplacer à vélo. Oui, puis, tu sais, j'expérimente. J'essaie une piste cyclable, puis j'essaie de voir si je suis à l'aise, si je suis pas à l'aise, puis si je le suis pas, ou si à un moment donné, la piste cyclable arrête, puis là, faut que je roule, mettons, sur Rosemont. Oh. Ben là, OK, je débarque de mon vélo, je prends le trottoir avec mon vélo, puis quand je peux prendre une rue où il y a une piste cyclable qui continue, fait que tu sais, je pousse pas ma loque, comme on dit. Non. Ouais. Puis, tu sais, des fois, je vais voyager justement en métro pour me rendre à un endroit, par exemple, au circuit Gilles-Villeneuve, où là, ça va bien. Puis là, tu prends la petite voie du fleuve. Puis tu sais, des pistes cyclables qui sont un petit peu plus longues. Ouais. Puis fait que c'est quand même pratique de pouvoir se déplacer aussi dans la région de Montréal avec les vélos. Tu devais être tellement heureux. Tu disais tantôt, tu avais un grand sourire. Tu devais être tellement content de faire du vélo dans la ville. Ah oui, c'était. C'est Puis aussi, tu sais, un des extraordinaire, premiers endroits où j'étais allé, à l'époque où j'ai expérimenté avec des Bixi, c'était à l'île des Sœurs. J'avais pris le REM. Puis là, la piste cyclable à l'île des Sœurs, à un moment donné, ça monte, ça descend, ça tourne. Là, j'étais... Surtout juste avec la conduite d'un véhicule. J'avais conduit une auto à l'époque, mais ça... J'ai l'impression que ça me manque un peu. Je dis souvent que j'ai du fun à piloter mon panier à l'épicerie. On dirait qu'il y a comme un manque, puis je le comble un peu à
piloter mon vélo, mettons. Fait que, Ça faisait combien de temps que t'en avais pas fait du vélo, Hugues? ça faisait même plus que le nombre d'années Que t'en avais fait. que... Non, OK. Ouh. pardon? Belle opération. À quel âge que t'avais quand t'en as fait? Mais je pense que les dernières années où je voyais encore bien, j'en faisais quand même pas mal moins. J'avais commencé mes études universitaires, puis j'avais moins de temps. Fait que je te dirais que ça faisait peut-être pas loin de 25 ans, Quand peut-être. même, hein? Ouais, peut-être 23, 25 ans. Mais t'as toujours été sportif. Fait que t'as pas eu de motivation. C'est-à-dire que recontinuer ou recommencer à faire un sport, peu importe, tu l'as déjà en toi, cette motivation-là. Mais j'imagine bien qu'il y a des gens qui, dès qu'ils apprennent, qui perdent la vision. Est-ce qu'il y en a qui arrêtent totalement? Est-ce qu'ils ont besoin de motivation au quotidien? Bien, je pense que chaque situation est différente. Puis ce que je trouve intéressant dans ce qu'apporte Hugues, c'est que des fois, les limites sont pas claires. Est-ce que je peux encore ou est-ce que je peux pas? Tu l'as bien dit, Hugues, la seule façon de savoir, c'est de l'essayer. Fait que le risque il est quasiment inévitable. Le risque zéro, comme tu disais, Nathalie, Oui. tu sais, on peut pas l'éviter dans le sens que comment on peut apprendre c'est quoi nos limites si on les teste pas. Fait que, puis des fois, ça se peut qu'en essayant le vélo, tu te dises, OK, ça, c'est pas possible. Mais quelqu'un qui vient de perdre la vision, est-ce qu'il a perdu beaucoup de vision? Est-ce qu'il en a perdu juste un petit peu? Qu'est-ce qu'il faisait comme sport avant? Tout ça va avoir de l'influence, tu sais. Mais justement, pour se réapproprier le sport, il y a des associations qui existent là, pour les personnes qui ont une déficience visuelle. Donc, le sport, il peut être pratiqué vraiment un sport standard, là, tu sais, qui est rendu accessible, soit qui est adapté, soit qui l'est déjà pour la personne. Mais pour les personnes qui ont une déficience visuelle, qui veulent se réapproprier le sport, il y a des associations, comme par exemple l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain. Qu'on appelle la SAM. Oui! T'es tout le temps bonne, toi, pour décortiquer ça. Donc, On en a la des SAM. acronymes dans le On milieu en de a la beaucoup. déficience visuelle. Même la déficience visuelle a un acronyme qui est DV. Hein, Oui, fait que- ouais, la DV. La DV. Fait que la SAM, dans le fond, ça va être beaucoup des sports au niveau du loisir. Il va y avoir du vélo tandem, de la marche, ça peut être de l'escalade. Il va y avoir différentes activités qui vont être proposées. Ça peut varier selon la programmation et les saisons. Sinon, au niveau plus compétitif, justement, il y a une autre association qui, elle, est l'ASAC. Ça n'a rien à voir avec l'alcool ou les voitures. là. Pas la SAC. Mais l'apostrophe ASAC. OK. C'est l'Association des sports pour aveugles du Québec qui se positionne un peu plus au niveau compétitif. Donc, on veut développer le sport en vue que, comment je pourrais dire, les Québécois, les Québécoises aient la chance éventuellement d'aller dans les championnats, aller, je sais pas, moi, aux Paralympiques éventuellement. Donc, vont être un peu plus au niveau compétitif. Le tennis sonore, on y reviendra, mais c'est proposé par l'ASAC. Je pense que l'ASAC veut développer un peu cette nouvelle discipline-là. Dans les associations, on va y revenir aussi. Il y a les hiboux avec le hockey sonore, fameuse équipe dont Hugues fait fièrement partie. Et Il y a la Fondation Très fièrement. Oh, wow. Écoute, on va en parler, c'est sûr. La Fondation des aveugles du Québec qui... ça, t'en as pas parlé. la Fondation, non, j'en ai pas parlé. Elle, c'est la FAC, son Ah, acronyme. la FAC. Fac la FAC, qu'est-ce la qu'elle va offrir? Est-ce que tu connais un petit peu, Nathalie, qu'est-ce qu'elle offre, la FAC? Elle existe depuis 1991 et elle offre aux jeunes handicapés visuels âgés entre 6 et 18 ans une programmation d'activités sportives. Hey, j'ai-tu appris mes leçons? Fait que c'est pour les plus jeunes, en fait. Ouais. OK. Pour OK. permettre d'initier les personnes OK. plus jeunes au sport. Puis il y a un groupe de course dont Hugues fait également fièrement partie. On n'en a pas parlé, Hugues. Les visionnaires. Comment ai-je pu oublier les visionnaires? Il y en a trop. Écoute, donc les gens qui cherchent des activités, parce que je suis allée voir sur les sites, puis il y a vraiment une multitude d'activités, des activités même dont j'ignorais l'existence. Là. Alors, donc, on dit aux gens, allez voir sur ces sites-là, sur Internet, pour aller voir toutes sortes d'activités, des possibilités de sport à pratiquer, tout ça. Les hiboux. De Montréal. Les hiboux de Montréal. Toi, ça fait combien de temps que tu joues au hockey avec les hiboux de Montréal? Ça fait 16 ans que je joue au hockey sonore. Ah oui. 16 ans. OK. On parle de hockey. Je suis allée voir, Bianca, une vidéo, mais elle devait dater. À l'époque, c'est pas une rondelle normale, donc c'était une canne de conserve.
Ouais, ben c'est ça, les hiboux avaient vu le jour en 1978. Ouais. Puis de ce que j'en ai compris, dans les premières années, il y a eu différentes tentatives qui ont été faites d'avoir un objet pour remplacer la rondelle traditionnelle. Puis, rapidement, puis pendant peut-être, je sais pas, une vingtaine d'années, ça a été une boîte de conserve de 48 onces là, de jus de tomates là, qu'on retrouve à l'épicerie, mais qui était vide, peinte en noir. Puis elle avait l'avantage d'être plus grosse qu'une rondelle ordinaire. Et, elle rebondissait dans tous les sens, fait que ça faisait du bruit. OK. Et c'est avec ça qu'on a joué pendant longtemps chez les hiboux. Maintenant, moi, je suis vraiment impressionnée. Je m'excuse, Mathieu, pour le bruit que ça fait. Maintenant, c'est ça. C'est énorme, Oui, en fait, mais c'est C'est lourd. quoi la taille? On dirait c'est peut-être 20 cm, 15 cm de diamètre à peu près. Puis à peu près quoi? 5 cm d'épaisseur? ouais, je pense que c'est 6 pouces par 2 pouces, à peu près. 6 Ok. pouces de diamètre, donc une quinzaine de centimètres de diamètre, puis 5-6 centimètres de hauteur. C'est le double en diamètre d'une rondelle OK. traditionnelle et à peu près le double aussi en hauteur. Donc, pour les gens qui sont friands de mathématiques, c'est comme un volume 8 fois plus grand. C'est 2 exposé en 3 qui fait 8. Donc, 8 fois plus volumineux qu'une rondelle normale. C'était la On a capsule vu- mathématique. On a vu au dernier épisode avant, hein, quand Hugues, t'es venu nous voir, tu nous expliquais que t'es C'est vrai, t'es statisticien. statisticien, toi. Aujourd'hui, on parle de sport, mais on peut toujours pas sortir le statisticien de Hugues Leduc, c'est clair. Mais Bon, là, merci je pour, dépose ça. Ici. Mais c'est impressionnant. Puis moi, je connais un peu le hockey. Je peux te dire que lancer du poignet avec ça ou... je sais pas comment quelqu'un fait. Ça prend beaucoup de talent. Oui, une certaine c'est lourd, force là. au niveau du haut du corps, là, de la pratique. Moi, ce que je me suis dit, moi, honnêtement, je connais à peu près rien au hockey, mais quand j'ai vu la rondelle, je me suis dit, mon Dieu, que j'aurais peur de recevoir ça par la tête, parce que c'est lourd aussi. Ouais, t'as raison. T'as Ah ouais. dit ça tantôt. Très Imagine-tu? lourd. Le Ouais. gardien de but, là. Ouais, ben ça, au hockey sonore, les patineurs, donc les joueurs d'avant puis les défenseurs sont des semi-voyants. Les seuls joueurs totalement aveugles sont dans les filets. Donc, en plus, ils voient pas la rondelle arriver, ils l'entendent. Donc, oui, c'est vrai que c'est dangereux. Mhm. Pour eux, le risque zéro, évidemment, n'existe pas. On va en parler de ce Mais risque zéro. une des adaptations du hockey sonore, c'est que le but est un pied plus bas, donc une trentaine de centimètres plus bas. Et ça, ça force les joueurs à garder la rondelle plus basse. Ok. Parce qu'à un moment donné, si tu lèves la rondelle pour la mettre dans le haut du filet, tu vas déjà la lever moins parce que le filet est moins haut. Fait qu'il y a moins de chance, il y a moins de risques que les gardiens reçoivent sur le masque. Ils sont protégés avec un masque, mais évidemment, il y a des fois où les gardiens de but sont un peu sonnés quand la rondelle monte un peu trop. Toi, les hiboux, là, ça te tient à cœur parce qu'à toutes les fois, on s'est vu à quelques reprises, mais t'en parles beaucoup, puis t'as l'air à avoir ça à cœur. Pour quelle raison? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça m'apporte beaucoup, mais aussi c'est pour ce que ça m'a apporté. J'ai commencé à jouer au hockey sonore, ça faisait 4-5 ans peut-être là, que j'avais ma baisse de vision. Puis, oui, j'avais peut-être été en contact avec quelques personnes qui avaient une DV, parlant d'acronyme, Ouais. déficience visuelle, avec l'Institut Nazareth, Louis Braille, les services que j'avais, mais j'avais personne dans mon réseau qui avait une situation comme ça. Mm-hmm. Puis ça m'a amené à côtoyer des gens. On n'en parle pas chaque lundi soir quand on joue, qu'on voit pas bien, mais de côtoyer des gens qui vivent une réalité qui est semblable à la mienne. Moi, j'étais au début de mes études à la maîtrise. Et, de voir des gens, justement, qui, malgré leur déficience visuelle, avaient poursuivi des études universitaires, avaient des carrières, avaient des... ça a vraiment été... Ça a eu un gros impact sur moi. Mes collègues étudiantes et mes amis qui étaient à la maîtrise avec moi, qui m'avaient connu au baccalauréat, ont vu l'impact sur moi en tant qu'individu, entre autres dans le cadre de mes études, mais plus largement dans ma vie, l'impact que ça a eu, le fait de me joindre au hibou. Fait il y a surtout ça, puis ça continue à juste être le fun, parce que c'est mes amis, puis on joue au hockey. T'sais. C'est vraiment chouette. T'aimes tellement ça. Ouais, excuse-moi, Nathalie. Non, vas-y. La fierté de Hugues, elle se voit, quand on en parle, mais aussi physiquement, il porte les vêtements des hiboux. Il y a le coupe-vent d'été, le coupe-vent d'hiver. Je pense que la tuque, la casquette, t'as tout T'as tout des l'arsenal, là. Hein? Oui, on a
On. Bon, OK, on parle de sport. Souvent, dans le sport, on va parler de merch, là, Oui. même si c'est pas le meilleur mot français. Merchandise. Il y en a de la merch, des hiboux. Il manque à peu près juste les bobettes. Des fois, on le dit à la blague, mais oui, on en a beaucoup. Puis en même temps, ben, c'est pour faire connaître. Ça arrive je vais au dépanneur, à l'épicerie, puis c'est écrit « Club de hockey sonore » sur mon manteau. Les gens vont dire « Ah, hockey sonore, c'est quoi ça? » Puis l'objectif, entre autres, ben oui, c'est vrai, il y a une certaine fierté, mais c'est de faire connaître les hiboux. Ce que je fais présentement aussi, contribuer à les faire connaître parce qu'il y a encore plein de gens qui ont une déficience visuelle ou qui vivent une baisse de vision. Puis là, ben, ils arrêtent de jouer au hockey. Ou bien s'ils l'ont de naissance, ils disent, ben moi, le hockey, c'est pas pour moi. Ils savent pas que ça existe, malheureusement. Fait que plus on fait connaître notre sport, ben plus, oui, nous, d'un point de vue bien centré sur nous-mêmes, les hiboux, ça nous permet de poursuivre nos activités. Ça nous prend des joueurs. Là. Les joueurs qui nous quittent des fois parce qu'ils déménagent ou qu'ils sont plus vieux, il faut qu'ils soient remplacés. Mais aussi pour l'impact positif que ça peut avoir chez ces personnes-là. On essaie de se faire connaître au plus de monde possible. Tu disais, il y a des chandails, il y a des t-shirts, il y a des casquettes, mais il y a aussi une chanson. Ah oui. Oh boy, je l'avais oublié. Un hibou chassait l'hirondelle un lundi soir dans Hochelaga. Un hibou chassait l'hirondelle un lundi soir dans Hochelaga. Entre ses jambes, elle se dirigea tel un seul homme. Il l'arrêta, volons hibou vers l'hirondelle. OK. Ça, c'est toi qui chante? Oui. OK. Là, on parlait de sport et tout ça, mais sans farce aussi, tu joues de la guitare. Là. Ça n'a pas rapport avec le sport, mais j'avais juste envie de spécifier aussi que tu es multitask. Là. Tu chantes, tu joues de la guitare, tu joues de la guitare. Hein? Oui, puis à l'époque, je composais un peu des chansons aussi. J'avais oublié la t'avais chanson oublié, sur hein? les hiboux. Puis tu sais, j'aime bien la musique traditionnelle. Ouais. Puis j'avais eu cette idée-là en courant au gym. Aucune idée pourquoi. J'étais sur le tapis roulant, puis on dirait que ça m'est venu, puis je trouvais que c'était intéressant. Fait que c'est ça. Aïe, vous avez trouvé ça? Nathalie a fait des recherches. Bravo. Mais quand j'ai vu ça, puis c'est marqué Hugues le Duc, j'ai fait on va y faire entendre. Mais tu fais vraiment la promotion et tu la fais très bien, la promotion des hiboux. C'est partout. Je suis allée voir d'ailleurs une vidéo. Les gens qui sont curieux, il y a des vidéos sur YouTube du groupe. Il y a beaucoup d'entrevues. J'ai vu plusieurs trucs sur Elle les a découvert aussi, entre autres, que tu as remporté un trophée du nom de Régent Poirier pour ton esprit sportif. Ah? Oui, ben en fait, Régent Poirier, je vais utiliser une expression que Bianca connaît bien de moi. Régent Poirier est un des pionniers de l'histoire du hockey sonore québécois. Il était là au début en 1978, moi en 2008. Donc 30 ans plus tard, il était encore là. Puis quand il a arrêté de jouer, ben le conseil d'administration du club a nommé un trophée à son nom qui représentait bien ce qu'il était, c'est-à-dire un joueur toujours souriant avec l'esprit sportif. Puis c'est ça qui est quasiment le plus important des hiboux parce que si tu veux jouer au hockey sonore au Québec, dans la région de Montréal, t'as pas le choix de jouer avec les hiboux. On est les seuls. Fait qu'à un moment donné, on est toujours en train d'accueillir les gens, puis l'idée, c'est d'avoir du plaisir où on devient compétitif. Mais puis, la troisième année, on a décidé de mettre un vote. Donc, que ce soit les joueurs qui votent pour le joueur avec le meilleur esprit sportif, puis ils ont décidé de prendre le statisticien pour cumuler les votes. Fait que c'est moi qui prenais les votes. Mais moi, je voyais les votes rentrer. Puis c'était souvent mon nom qui était là. Gros Puis à un moment conflit d'intérêts. Exactement. Mais c'était tellement majoritaire que finalement, même quand j'ai remis ça au conseil d'administration, puis me connaissant, tu sais, je pense qu'ils n'ont jamais pensé que peut-être que j'avais fait une fraude électorale. Mais c'était quand même, tu sais, vraiment... Ben, ça faisait chaud au cœur de savoir que mes amis, mes coéquipiers avaient reconnu mon esprit sportif. Puis tu sais, ça fait des années. Puis tu sais, il y a plein de joueurs qui l'ont eu. C'est une façon justement de souligner les gens qui apportent à l'équipe. Ouais, on est plusieurs à te trouver bien smart. D'ailleurs, c'est ça, le trophée Régent Poirier, c'est pour ton esprit sportif et ta camaraderie.
Exactement. Alors, bravo pour ce trophée-là. Je suis sûre que tu le mérites Ouais. pleinement. On a des applaudissements de Mathieu ici. Alors, moi, je veux savoir, parce que dans la vie, il y a des gens qui pratiquent des sports individuels avec une DV. Faut pas prendre l'habitude d'une déficience visuelle, mais tu as les hiboux. Est-ce que tu sens une grosse différence? Est-ce que tu aimes mieux le sport d'équipe ou tu aimes mieux le sport individuel depuis que tu as ta déficience visuelle? Ou tu as besoin des deux? Bonne question, parce que oui, le tennis, je peux plus le voir, mais un sport individuel, tu as quand même besoin d'avoir un adversaire. Des fois, tu peux jouer en double. Mais tu sais, par exemple, le groupe de course, les visionnaires, tu pourrais toujours dire, tu cours un peu seul. Moi, j'ai pas, un peu comme Yann qu'on entendait parler, Oui. qui lui fait des triathlons, il me dit, j'ai pas nécessairement besoin de quelqu'un pour courir à côté de moi, je vais assez bien. C'est un peu la même chose pour moi, mais c'est bien plus le fun de le faire en gang. Mais ça, je pense que c'est plus l'aspect de ma personnalité, que tu sais, j'aime ça. Tu sais, j'aime ça travailler avec des gens au niveau professionnel, j'aime ça faire du sport avec des gens. C'est ça. Mais ça doit donner confiance aussi de pratiquer un sport de groupe. Tu sais, il faut que tu comptes les uns sur les autres. Ça doit apporter beaucoup, je pense, comme individu, Bianca. Oui, puis je dirais que c'est peut-être pour ça qu'il y a des sports qui sont adaptés à la base, parce que souvent, les sports, on y reviendra, mais souvent, les sports qui sont à la base accessibles, sans adaptation, ça va souvent être des sports individuels. Tu sais, si on pense au ballon chasseur, c'est pas le ballon chasseur, c'est pas un vrai sport, là, mais je sais pas, moi, le baseball ou le hockey, le volleyball, c'est pas des sports qui, à la base, ces sports d'équipe-là de compétition qui vont être très accessibles. Donc, justement, le sport individuel est peut-être un peu plus, ou le sport, justement, adapté pour les personnes qui ont une déficience visuelle. Oui. Question pour toi. Est-ce qu'il y a un sport auquel tu n'as pas touché et que tu aspires bientôt à essayer? Parce que, comme je disais tantôt, il y en a des sports que tu peux pratiquer. Est-ce qu'il y a un sport que tu aimerais essayer? Je suis un grand fan de baseball. J'ai joué quand j'étais jeune, j'étais vraiment pas bon au baseball, mais j'aime ça regarder le baseball. Mon Dieu! Plusieurs personnes vont dire que le baseball est un sport de ça. statistiques, fait que Ouais, peut-être ça. que ceci explique un peu cela. Et ça existe du beep baseball. Ah oui! J'ai cherché, puis je lisais que le baseball, ça n'existait pas. Ça existe. On a mauvaise déjà recherche. au moins un joueur des hiboux il y a quelques années qui avait été invité à participer avec l'équipe canadienne de beep baseball à une compétition. C'est plus populaire aux États-Unis, tout comme le sport du baseball qui est plus populaire aussi. J'essaierai peut-être ça. Ah, ben écoute. Alors, on va à une petite pause. Puis au retour de la pause, on reçoit François Charton, qui est fondateur, en fait, il est cofondateur de Tennistic. On va parler de ça parce qu'on a joué ensemble au tennis sonore. Fait qu'on va en parler et on va vous présenter le petit gadget avec lequel on joue. Alors, on se retrouve après la pause avec François Charton. Vous écoutez Ivoire Clair avec Nathalie Barrette et Bianca Lucier d'Alpé. On est de retour avec François Charreton de Tennistic. Hugues reste parmi nous pour la deuxième partie. On va discuter ensemble tout le monde. François, tu es cofondateur de Tennistic avec Dali. Oui. D'ailleurs, c'est grâce à Dali que nous avons ici connu le tennis sonore. Comment en êtes-vous venu à faire du tennis sonore là, avec Hugues, avec Dali? Comment tout ça s'est arrivé? Oui, effectivement, on a commencé Tennistic avec Dali en début d'année. Donc, on a confondé ensemble avec Dali l'entreprise Tennistic pour justement démocratiser un peu le tennis au Québec. Puis, effectivement, nos contacts et nos communications sont arrivés aux oreilles de Hugues, qui il y a quelques années, qui est aujourd'hui aussi présent avec nous, a pratiqué le tennis sonore il y a quelques années. Il me semble que c'était il y a 4 ans, 5 ans, je sais pas. En fait, le tennis sonore se joue au Québec depuis 2015. Oui. Alors moi et Bianca, qui est devant moi, faisons partie des pionniers du tennis sonore québécois. Oh, c'est beau! Ah oui, depuis le début, c'est l'Association sportive des aveugles du Québec qui chapeautait ça, mais depuis 2 ans, nous étions orphelins d'entraîneurs. Ouais. OK, Et... c'est ça. Puis du coup, en fait, nous, on s'est dit...
dans notre idée d'inclure, de voir le tennis comme une inclusion sociale et puis du coup, on s'est dit, on va essayer de combiner un peu nos connaissances, nos forces. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'associatif par le passé. J'ai travaillé pour la SAM, qui est l'Association des aveugles de Montréal, pour faire du tennis, du soccer sonore. Et je me suis dit, si j'arrive à combiner le tennis et mes expériences avec la SAM, ça pourrait faire un beau projet. Donc, effectivement, Hugues a commencé à nous mettre en relation avec les bonnes personnes à la SAC, Association des aveugles du Québec. Et on a fait renaître, entre guillemets, le tennis sonore à la SAC. Puis... on peut retirer les guillemets. Ah oui, c'est bon. C'est une renaissance. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. C'était dur pour moi de trouver un peu de légitimité là-dedans parce que c'est sûr que c'est un nouveau projet pour nous. Et puis, ça a été un bonheur jusqu'ici de pouvoir faire renaître ce sport et puis voilà, trouver de plus en plus de participants. On a eu beaucoup de retours positifs des participants. Hein. J'ai eu quelques citations disant que c'est un plaisir de reprendre ce sport après 6 ans d'arrêt. Et voilà, on espère que ça va continuer dans ce sens-là, qu'on va avoir de plus en plus de coachs pour pouvoir faire des approches plus individuelles dans nos façons de coacher. Et puis, mais toi, tu es entraîneur aussi. Donc, tu es cofondateur, mais entraîneur. Exactement. Tu m'as formé un peu aussi. Oui, on va en parler tantôt. Là. Mais au départ, je dois le dire, tu n'as pas de déficience visuelle. Non. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans ce domaine-là? Alors, moi, comme je disais, j'ai toujours été assez proche de l'associatif. J'ai toujours eu cette sensibilité pour justement des associations. J'ai été coach de tennis à Paris pour des personnes atteintes d'autisme. Okay. Et puis, c'est toujours quelque chose que j'ai toujours voulu apporter mon aide dans ce milieu-là. J'ai aussi habité en Afrique du Sud, j'ai été aussi coach de soccer en Afrique du Sud, etc. Donc, je voulais juste mélanger un petit peu mes connaissances athlétiques, entre guillemets, mes connaissances du sport, avec apporter un peu son aide dans des communautés qui en ont besoin. Puis c'est ça. Donc, j'ai trouvé que la SAC remplissait un peu les cases de mes expériences de vie. Puis je me suis dit que je pouvais apporter mon aide avec eux. Donc, c'est pour ça qu'on a proposé un partenariat avec la SAC. Puis comment on pratique le tennis sonore pour les personnes qui nous écoutent, qui n'ont aucune idée comment quelqu'un qui a une déficience visuelle peut jouer au tennis, parce que c'est pas très intuitif. Oui. Comment ça fonctionne? C'est très simple. On prend un terrain on joue à l'intérieur, hein, donc c'est dans un gymnase. On prend la dimension de terrain de badminton. Puis on fait descendre les filets pour avoir des filets de tennis. Donc on prend les filets de badminton qu'on fait redescendre au niveau, à la hauteur des terrains de tennis. Et on joue avec cette fameuse balle de tennis sonore. Donc cette balle-là est faite de mousse. Donc c'est pour les dimensions, est-ce que tu as une idée, Hugues, de dimension? Est-ce que tu peux pour les dimensions d'auteur de balle, c'est un peu plus gros qu'une tennis de balle. J'avais les chiffres de la rondelle. Pour la balle, je dirais que son volume est peut-être 2 fois plus grand que le volume d'une balle ordinaire. Classique de tennis. Oui, voilà, exactement. Puis à l'intérieur, on va avoir une balle en plastique. Et dans cette balle en plastique-là, on va avoir 3 billes en métal qui vont permettre de justement favoriser ce son-là. Et puis, du coup, de nous repérer dans l'environnement. Donc, c'est ça l'idée, c'est d'avoir une balle qui nous permet de nous repérer dans l'environnement, parce qu'on joue avec des aveugles et des malvoyants, ce qui fait que on doit indiquer une position géographique de la balle, dans un sens. Donc cette balle procure justement ce repère-là. Et puis ensuite, on fait des échanges. Ça va être des échanges en croisée, des sens simples. Je ne vais pas m'éterniser sur la structure de nos cours, mais on essaie de être un peu dans la même philosophie que la SAC et d'être un peu plus que le récréatif et d'aller vers, pourquoi pas, l'athlétisme, mais quelque chose de plus haut niveau. Un peu comme le goalball, par exemple. Oui. On vient de se faire souffler à l'oreille la taille de la balle de tennis sonore. Donc, c'est 9 cm de diamètre et 32 grammes au niveau du poids. D'accord. Merci, Mathieu. Ouais, c'est bien. Merci beaucoup. Merci. Notre chercheur privé. Puis peut-être, si je pourrais juste ajouter, moi, je trouve ce qui aide beaucoup au tennis sonore pour les personnes qui ont une déficience visuelle, c'est les rebonds. Hein, c'est ça, j'allais dire. Il faut le mentionner, là. Oui. On a le droit à 1 rebond? 1, 2, 3, effectivement. On peut en avoir dépendamment de la déficience visuelle. Okay. On a le droit à 1, 2 ou 3 rebonds. Donc, c'est sûr que si on a une vision partielle, on a le droit jusqu'à 1 ou 2 rebonds. Et puis, pour les personnes non-voyantes, 3 rebonds. Alors, tu peux avoir une cécité complète et jouer au tennis sonore? Oui.
Oui, c'est possible. C'est sûr que ça prend d'avoir un coaching individuel parce que les personnes qui sont non-voyantes ont moins de repères géographiques que les personnes malvoyantes. Puis ils ont besoin d'avoir d'avoir des cours qui soient plus individualisés pour comprendre comment on va frapper sa balle. Parce qu'il y a un axe de rotation, hein, le corps il va faire une rotation pour taper sa balle, donc ça prend d'avoir cette connaissance-là. Donc c'est sûr que ça a été un peu un challenge pour nous, hein, pour être totalement transparent avec vous. Sur notre première session, c'était un vrai challenge pour pouvoir donner des cours aux non-voyants parce que c'est un sport qui nécessite d'avoir une motricité extraordinaire. Puis il faut avoir des réflexes parce qu'il ne nous laisse que 3 rebonds pour pouvoir frapper une balle, ce qui fait que on va essayer de travailler un peu sur notre communication pour avoir de plus en plus de bénévoles qualifiés pour potentiellement aller sur du coaching individuel pour les non-voyants et créer des groupes malvoyants avec un ou 2 coachs, par exemple, pour ces groupes-là. Mais faire plus individuel pour les non-voyants. C'est intéressant parce que le niveau de vision, clairement, il va influer sur le niveau de difficulté. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que les personnes qui avaient déjà joué au tennis, même si ont une baisse de vision assez importante, souvent, ils se débrouillent bien. Je pense qu'il doit y avoir des réflexes peut-être qui sont déjà acquis, qui fait que quelqu'un qui a perdu sa vision puis qui jouait au tennis... D'ailleurs, Nathalie, tu es très humble, mais quand tu as fait l'expérience avec les simulateurs... T'étais excellente. Non, mais je sais pas, mais oui, moi, je suis une fille de sport de raquette. Alors, c'est sûr qu'il faut l'expliquer, là. Bianca avait... je suis allée jouer avec vous, j'ai adoré ça. Ben oui, on a joué ensemble aussi. Et t'étais très bonne malgré ce que tu es sur le point de nous décrire. Oui, non, mais c'est ça, c'est que Bianca avait amené des lunettes, on appelle ça des lunettes de simulation. Oui. Des lunettes de simulation. Et donc, qu'est-ce que j'avais comme déficience visuelle? OK, oui, c'est dans le fond, je t'ai mis une perte d'acuité. Les lunettes de simulation, juste pour peut-être dire un petit mot, c'est des lunettes qui vont recréer une déficience visuelle. Donc, on peut avoir autant une perte de l'acuité que du champ de vision. Dans ton cas, c'était flou partout, mais très flou, une acuité de 620. Ce que ça veut dire concrètement, là, c'est moi qui est dans les chiffres maintenant. Oui. Chacun son tour. Chacun son tour. Nathalie, c'est la prochaine. Ce que ça veut dire, 6 sur 120, ça, dans le fond, c'est la limite qu'on va utiliser pour dire qu'une personne est fonctionnellement aveugle, c'est-à-dire qu'elle va utiliser davantage les autres sens que la vision pour fonctionner. Donc, beaucoup l'audition, le toucher, etc. OK. Ouais. OK. Alors, en tout cas, Une j'ai bonne essayé l'expérience. OK. J'avais une bonne OK. J'ai essayé, mais c'est ça. Je suis une fille de raquette, donc de sport, de raquette. Alors, je me suis bien débrouillée. Mais si tu veux que je parle de chiffres, je pense que mes battements cardiaques étaient élevés à 132 au repos. Mais moi, présentement, je suis en état de choc parce que j'ai joué contre toi, Nathalie. Ouais. Jamais j'aurais pensé qu'on te simulait un 620. Pas vrai? Oui. Parce que t'étais solide, là. Impressionnant. Mais, faut le dire, cette balle jaune-là, ça allait super bien. Ouais. Sauf qu'il y avait dans notre groupe, parce qu'on a joué avec ou contre, je ne me souviens pas c'est quoi son nom, je suis pas fine, mais lui, il préférait jouer avec une balle noire. Oui. Yann, qui a de la difficulté avec ses cônes bleus, je pense que c'est qui est dans notre Vox Pop. Bon, ben, Yann, lui, il n'aimait pas la balle jaune parce que la balle jaune est sensiblement la même couleur que le sol. Oui, et la lumière, ça reflète la lumière. La lumière. Donc, on a dit, OK, on va prendre une balle noire. Je ne voyais pas la balle noire. Je la voyais pas, ça fonctionnait pas. Fait que, donc, c'est là que j'ai réalisé vraiment aussi les différences de déficience visuelle. Quelqu'un, puis vous en avez une, là, genre abeille, là. C'était une tentative qui ne fut pas un succès, c'est mais quoi, oui, personnalisation de Hugues. Oui, ben, il y a, dans les premières années du tennis, comme des gens comme Yann préféraient les balles noires, d'autres comme moi préféraient les balles jaunes. Aussi, ben, peut-être que l'idéal, ce serait une balle rayée jaune et noire. On a pris une balle jaune, on a mis des lignes noires avec un marqueur, et finalement, la surprise de tous, elle a fait l'unanimité, mais personne n'aimait ça. Ah ouais? Fait que on dirait que c'était pas le meilleur des deux mondes, c'était le pire des deux mondes. C'est sûr que c'était pas la meilleure qualité. Je sais pas si à travers le monde, il y a déjà eu d'autres essais, d'autres couleurs. Ça d'une très très belle intention en tout cas, de vouloir justement recombiner un peu les différentes couleurs. Oui, mais c'est l'esprit scientifique. On avait une hypothèse, on s'est dit on va faire une expérience, on est arrivé à la conclusion, puis
C'est ça, il y a Yann qui a un doctorat en physique, moi j'ai une maîtrise en statistique, on dirait qu'on s'est mis sur le projet, mais Ça n'a pas fonctionné. ça n'a pas fonctionné. Mais sûrement qu'il y a eu d'autres expériences dans le monde, contrairement au hockey sonore qui est pratiqué dans 3 ou 4 pays. Le tennis sonore, de ce que je comprends, est pratiqué dans au moins une quinzaine de pays, je pense, sur tous les continents. C'est un sport relativement jeune, mais il y a des championnats du monde et ce n'est sûrement qu'une question de temps avant qu'il fasse son entrée aux Jeux paralympiques. Donc, François parlait d'un aspect un peu compétitif. Donc, voilà. Un jour, il y aura quelque chose. Est-ce que c'est ça l'objectif? Il faut toujours viser haut. Et puis, de toute manière, tout est accessible. Hein. Le goalball, pareil, est parti de bas et puis réussir à s'intégrer aux Jeux Olympiques. Donc, pourquoi pas le tennis sonore? Les gens qui connaissent pas le goalball, c'est quoi? Les gens qui connaissent pas le goalball, je donne mon relais à Hugues pour ce sport parce qu'il a plus pratiqué que moi. Hugues, c'est quoi le goalball? Désolé, le goalball, j'ai déjà pratiqué un peu. J'ai déjà été à une coupe de pratique de l'équipe du Québec. Ce qui est le fun du goalball, c'est que c'est pas un sport adapté d'un sport existant. C'est un sport créé pour les malvoyants. Alors, c'est 2 équipes de 3. Tout le monde a les yeux bandés pour être sûr que tout le monde soit la même pareil. vision, ouais. Puis là, il y a un ballon, peut-être la grosseur d'un ballon de basketball, avec une cloche à l'intérieur qui fait du bruit. Puis le but, c'est de le lancer. On le lance un peu, si on veut, comme une boule de bowling, peut-être. On le fait rouler par terre. Puis l'objectif, c'est qu'il frappe le mur qui est devant nous. Ce mur-là est protégé par les 3 membres de l'équipe adverse qui, eux, se lancent de tout leur long par terre pour essayer de bloquer le dit ballon. Puis il y a une technique pour te protéger le visage. C'est assez intense, le goalball. Tu Pour l'apprends avoir joué une pas fois. vrai? T'as joué? Ah ouais, ben, C'est quand physique. j'étais enfant, j'ai joué à ça à l'ACPEV, l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels, et je m'en souviens encore, j'avais 10 ans. Parce que en bon québécois, il faut littéralement se pitcher devant quand on entend le ballon pour empêcher qu'il rentre dans le but. Donc, c'est comme un ballon chasseur pour non-voyants. Il y a le côté... c'est ça. T'as rien dans le visage pour te protéger, là. Il me semble que non. Ben, moi, de ce que j'avais compris, puis c'est la technique, c'est qu'en glissant, on glisse par exemple sur le côté gauche, mais là, on étend les 2 bras vers la gauche. Ben, en étendant les bras, le bras qui, lui, est plus haut, notre coude nous protège le visage si on a une bonne technique. Ouais. C'est pas super facile à expliquer, mais sauf que tu apprends la technique assez vite parce que tu le vois pas arriver, le ballon, t'as les yeux bandés. C'est même moi qui ai un bon résidu visuel. Tu reçois le ballon en pleine poire une fois, tu y penses après ça à glisser justement pour te protéger tout en essayant de te faire le plus long possible. Puis moi, c'est un peu pour ça, c'est un de mes coéquipiers de hockey sonore qui m'avait dit, ben là, t'es grand, c'est déjà une belle qualité. Oui. C'est un bel avantage. Mais j'avoue que personnellement, je préfère les sports qui me permettent de jouer avec mon acuité visuelle, ce qui est le cas du hockey, du tennis, où j'ai pas à me bander les yeux. Mais super, le goalball. C'est cool. Puis Mathieu est dans les chiffres également. Il nous a soufflé à l'oreille que c'est 1,25 kg le poids d'un ballon de goalball. OK, mon père, qui est professeur de maths, serait pas fier de moi. En livres, c'est combien? Hugues va nous faire une belle conversion. Je dirais que c'est un 3 livres à peu près. Un 3 livres? Quand même. T'as un ballon de 3 Peut-être un livres peu en plein moins. visage, là. Ah, 76 diamètres de centimètres. En tout cas, OK. tu ne veux pas l'avoir dans le C'est visage. bon. Mais On a tous donc, les chiffres en live, c'est incroyable C'est le d'avoir fun, un assistant. Mais J'adore ça. C'était pas comme ça la première fois. On améliore sans c'est cesse. l'intimité, ça, quand tu es le plus proche. Mais François, tu te parlais justement de pousser plus haut Oui. encore. Est-ce qu'il y a des gens qui ont le calibre dans... Ah ben là, c'est plate parce que t'en as 2 qui sont là avec toi. Oui. Mais as-tu des gens éventuellement qui auraient le calibre pour faire des oui, compétitions? effectivement. Nous, on aimerait à l'avenir proposer le tennis sonore à différentes régions du Québec aussi. Mhm. Donc, ça nous permettrait aussi d'élargir un petit oui. peu nos candidats, dans un sens. Mais dans nos groupes, honnêtement, sur les 10 sessions, on avait quand même 4 personnes qui avaient quand même un niveau assez développé. Puis c'est sûr qu'on parle ici d'intégrer un sport aux Jeux Olympiques, donc ça va prendre quelques temps. Il ne faut pas non plus trop se presser, mais en tout cas, nous, on est prêt à mettre les moyens pour le faire au niveau de la communication, au niveau de la pratique, au niveau de la préparation de nos cours aussi, parce qu'on veut que nos cours soient bien préparés. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans nos sessions, mais on veut que ce soit quand même... qu'on ait une progression, donc on apprend déjà les bases du tennis sonore, puis petit à petit on va aller un peu dans le technique, faire du feed individuel, de balles, etc., pour travailler sur des aspects plus stratégiques et techniques. Puis oui, on veut le développer, aller plus loin et travailler sur d'autres projets. Tennistique, on a un projet avec la SAC, mais
on a aussi créé Tennistic pour apporter ce facteur d'inclusion-là, de l'inclusion sociale aussi. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a commencé Tennistic. On a donné des cours à Ville-Saint-Laurent pour des personnes qui avaient un portefeuille bas et moyen, dans un sens. Du coup, on a proposé des prix plus attractifs. Donc, on veut toujours voir un peu le tennis d'une façon un peu différente, puis proposer le tennis pas comme un sport de luxe, mais plus par un sport inclusif, comme pourrait être le sport, d'autres sports. Chez les personnes qui ont une déficience visuelle, est-ce qu'il y avait des défis qui étaient similaires aux autres clientèles ou aux personnes qui sont voyantes pour apprendre le tennis? Est-ce que les difficultés étaient aux mêmes endroits ou est-ce que tu observais des difficultés particulières chez les personnes qui ont une déficience visuelle ou différentes peut-être? Oui, je vois ce que tu veux dire. Et c'est là où je pense qu'on a eu moins de mal à pouvoir intégrer nos programmes de personnes voyantes pour le tennis sonore. C'est parce qu'on avait beaucoup de similarités dans l'équilibre du corps, dans la rotation du corps, dans l'appréhension de la balle, dans les préparations, etc. Donc finalement, on a réussi un petit peu, avec Dali dans la préparation des programmes, à faire un petit peu mélanger nos programmes qu'on avait par le passé pour l'adapter au tennis sonore, et ça a plutôt bien fonctionné. Puis est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu remarques chez les personnes qui apprennent le tennis sonore, chez les personnes qui ont une déficience visuelle? Est-ce que tu remarques, par exemple, que c'est plus difficile ou plus facile que tu aurais pensé? Est-ce que tu vois les bienfaits? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise avec cette clientèle-là? Oui, surpris en bien, je te dirais, très positivement, je te dirais, je me suis aperçu, en fait, au fur et à mesure des cours que l'apprentissage était beaucoup plus facilité. Il y a une capacité d'apprendre qui était vraiment beaucoup plus rapide et développée. La capacité à pouvoir se concentrer et apprendre et puis projeter un petit peu les cours, les programmes qu'on avait sur le terrain. C'était vraiment appliqué à la seconde. C'était vraiment impressionnant à quel point ils avaient la facilité de pouvoir comprendre et pouvoir agir et puis s'adapter. Et puis aussi les capacités à pouvoir se repérer dans l'environnement géographique. Ça, c'était vraiment extraordinaire de voir à quel point on est capable de pouvoir se déplacer avec ces déficiences-là à travers le terrain, être capable de reconnaître que la balle va arriver à une telle vitesse, à une telle hauteur, parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération. Quand une balle arrive, il faut avoir des réflexes, il faut bien se positionner, il faut prendre sa balle avec une certaine distance de corps, etc. Donc tout ça, en fait, pour moi, je pensais que ça allait être un défi, mais en fait, en réalité, dans la vraie vie, là, ça s'est plutôt bien passé. Mais je pense que ce qui a beaucoup aidé pour avoir... Je pense que j'ai participé à toutes les sessions de tennis sonore depuis le début qu'on en a à Montréal. C'est que c'est la première fois qu'on a des coachs qui sont des coachs de tennis. C'est vrai. On a eu de bons entraîneurs, mais profs d'éducation physique, des étudiants en kinésiologie, donc des gens qui faisaient un bon travail, mais au niveau des spécificités du tennis, je pense que les résultats semblent donner du crédit aux gens. Puis oui, ils en ont, mais il y a du crédit à toi et à Dali aussi dans ça, je pense. Merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Puis on a eu notre dernière session, on a demandé justement des retours un peu de chacun pour comprendre un petit peu les retours positifs et négatifs, parce que nous, notre idée, c'est de nous améliorer constamment pour pouvoir adapter nos cours. On ne veut pas juste proposer des cours pour que les gens viennent et se dépensent physiquement. On veut aussi qu'il y ait de l'amélioration à différents points de vue. Et les retours ont été extraordinaires, honnêtement. On a pris tous nos retours que j'ai notés sur un petit bout de papier. Puis on va faire un petit article avec la SAC pour pouvoir noter les retours positifs et négatifs de nos sessions. Et puis en espérant pouvoir faire venir un maximum de personnes pour les prochaines sessions. Je trouve ça bien intéressant, d'autant plus si vous voulez l'amener ailleurs, dans les régions, parce que je crois que le sport est tellement important dans la vie de tout le monde. Et je suis tombée sur un article, tu parlais de chiffres tantôt, je suis tombée sur un article qui disait que, j'ai pas au Canada, mais aux États-Unis, 70% des jeunes
ne pratiquent aucune activité physique. Les jeunes qui ont une déficience visuelle ne pratiquent pas aucune activité physique, 70 %. Alors, je me dis, quand tu es un jeune, peut-être, est-ce que les parents, Bianca, est-ce que tu penses que des fois, les parents surprotègent les jeunes? Ou... Il peut y avoir plein de raisons. Oui, il peut y avoir la surprotection, mais il y a le fait aussi que le sport ne va pas nécessairement être adapté à l'école. À l'école, pour les personnes qui ont une déficience visuelle, c'est souvent difficile, les cours d'éducation physique, parce que la personne, disons, qu'elle sera souvent pas la première choisie dans l'équipe, là, parce que c'est plus difficile. Fait que je dirais que dès l'enfance, il y a peut-être un peu moins de... Tu sais, les enfants, ils vont pas spontanément jouer au ballon dans la cour de récré. Fait que je pense que pour les personnes qui ont une déficience visuelle de naissance, il y a peut-être moins l'habitude de faire du sport. Les sports individuels vont être accessibles. Peut-être que les gens vont avoir ça plus tôt dans leur vie, mais il y a plusieurs types de contraintes qui peuvent y avoir. Par exemple, quelqu'un qui veut faire de la randonnée, ben il faut qu'il soit capable de se déplacer à la montagne. C'est souvent des lieux qui sont pas desservis en transport en commun. Tu sais, fait que les obstacles, ils peuvent être disséminés un petit peu partout, puis ils peuvent être de différents ordres. Fait que c'est super d'avoir des sports adaptés ou des contextes qui le permettent, que ce soit avec des guides, que ce soit avec des associations, pour rendre le sport accessible pour les personnes qui ont une déficience visuelle. OK. Est-ce que je peux rebondir sur ce qu'elle dit? Parce que je trouve que nous, ce qu'on voulait faire, en fait, c'était comprendre quelle était notre cible, entre guillemets, pour comprendre un peu mieux à qui on veut s'adresser pour nos programmes de tennis. On a fait des journées portes ouvertes, puis je pense que pour les prochaines portes ouvertes, comme tu le dis, effectivement, ces chiffres ne mentent pas, il faut qu'on apporte la jeunesse dans nos cours. Donc, comment nous, on peut améliorer notre communication pour attirer ces personnes-là et sensibiliser les enfants ou les parents à ce sport pour attirer potentiellement plus de jeunes pour faire des cours adaptés aux jeunes, par exemple. Parce que Dalino, qui est ma collaboratrice, elle a aussi une expérience avec les enfants et les jeunes. Elle a travaillé pour Tennis Montréal, donc elle a donné des cours pour les enfants à Tennis Montréal, etc. Donc, on a le profil pour le faire. Donc, maintenant, il nous manque la communication et les personnes pour le faire. Okay. Excuse-moi, pour rebondir sur ce que François dit, c'est la 2e année de notre programme des hiboux juniors. C'est une balle de tennis sonore. Non, des hiboux juniors. Donc, même pour le hockey aussi, on essaie d'initier les jeunes au patin. Et c'est pan-canadien. Évidemment, ça s'appelle pas les hiboux juniors ailleurs. C'est juste nous. Mais c'est ça. Donc, c'est vrai que j'avais jamais pensé au tennis aussi pour les jeunes. Bien sûr. Handicapés visuels. Ça doit exister. Et puis, de toute façon, si on a des parents qui font du tennis sonore, ils peuvent très bien aussi... je pense qu'on doit avoir 3 ou 4 parents dans notre groupe. Oui. Donc, du coup, ça peut être potentiellement des futurs jeunes professionnels de tennis sonore, pourquoi pas, qui iront aux Jeux olympiques. Moi, je veux amener, avant de terminer, un aspect du sport. En fait, j'aimerais vous faire entendre une bande-annonce d'un film qui s'appelle « La ligne droite », qui est l'histoire d'une jeune femme qui aide un jeune homme qui a une déficience visuelle à courir. Parce qu'on parle de sport, mais on n'a pas parlé des sports avec guide. Alors, on va écouter la bande-annonce, puis on revient pour parler brièvement de... Mais je voudrais que vous écoutiez ce film-là. Oui. Vous êtes venu vous entraîner? Non, pas aujourd'hui. Moi, je cours. Enfin, je courais. Ses yeux, c'est un accident? Un accident de voiture, il y a 6 mois. Vous leur avez dit la vérité? D'où vous sortez? Il faut vraiment que ça marche avec vous. Je me dis que tant qu'il aura envie de courir, il aura envie de vivre. Je pourrais pas supporter cette attache, ce fil pour courir. C'est un travail très particulier, vous l'avez jamais fait. Très rare qu'une femme guide un homme. Ça marchera pas, on n'y arrivera jamais. Non, arrête! J'ai aucune confiance en cette fille. Tu la connais pas vraiment. Tu es mes yeux, Leïla. Hop! Je sais rien de toi, tu me parles jamais. Parle-moi! Hop! Tu veux rester? Ah, vas-y, prends ma place! C'est dur, je le sais. Mais on a décidé de le faire, alors on va le faire. Tu fais chier, Yannick, hein. Ton handicap te donne pas tous les droits. Alors, en fait, c'est une ancienne athlète qui, après 5 ans de prison, elle rencontre Yannick, qui est un jeune sprinteur. Puis, donc, c'est l'histoire de ce duo-là. Alors, on n'a pas parlé de l'importance d'avoir un guide, mais Bianca, quand on fait un sport avec un guide, j'imagine que la confiance doit être tellement forte entre ces deux personnes-là. Clairement. Puis la personne qui se fait guider doit, comme on le dit, avoir confiance. Mais la personne qui guide, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle doit performer
comment je peux dire, au moins comme l'athlète ou sinon encore mieux. Puis dans les compétitions, en plus, c'est pas quelqu'un qui va toujours avoir le mérite. Donc, il faut des gens qui sont à la fois doués en sport, humbles, tu sais, qui veulent laisser la place à l'autre. Donc, c'est vraiment des duos intéressants. Les personnes, et aussi les personnes qui se proposent comme guides, là, c'est quelque guide. chose. Exactement. Ouais. Fait que donc, le ski de fond, le ski alpin, les triathlons, tantôt on a parlé lui, il n'y a pas de guide. Yann. Yann, il n'y a pas de guide, mais l'escalade adaptée, le patin à glace, tout ça se fait avec un guide. Mais on aurait pu parler de plein de sports aujourd'hui. Puis justement, on veut que les jeunes fassent du sport. On veut les inciter à aller pratiquer du sport, déficience visuelle ou non. C'est là qu'on voit aussi souvent la résilience des gens. Quand tu as une déficience visuelle, t'es résilient, mais tu te dis, hey, je vais pratiquer un sport, je vais faire quelque chose, tu ne veux pas rester chez toi. Tu sais, Bianca, bon, tu parlais de sport, tu as fait du sport, mais tu joues du piano aussi. Tu sais, faut pas rester chez soi à attendre. Faut pratiquer des activités, il faut en faire. Hugo, tu es un exemple. Hugo. Oui, Huguette. Excusez. Hugues, bravo. Hugues, tu es un exemple parfait de résilience, mais on s'adapte, on fait des sports, on vit pleinement. Je te félicite d'avoir recommencé le vélo, puis j'aurais aimé ça être là la journée où tu as repris le vélo après tant d'années. T'aurais pu prendre la photo de mon petit sourire niaiseux de gars trop content de refaire du bicycle. Je suis sûre que ça devait être bien beau. Nathalie. Merci d'être venu à l'émission aujourd'hui. François, merci. Puis on rappelle aux auditeurs que s'ils veulent avoir d'informations, ils peuvent aller sur Facebook, sur Tennistic. Oui. Mais j'imagine qu'ils ont l'information aussi sur la SAC. Oui, sur la SAC, on a notre site Internet qui devrait être prêt d'ici fin d'année aussi. D'accord. Donc, on invite les gens à aller voir. Puis inscrivez vos jeunes à des activités, même s'ils ont une déficience, surtout s'ils ont une déficience visuelle. Bianca, merci. Ça a été super intéressant. Un plaisir, comme d'habitude. Ben oui. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, merci à vous tous. Bonne semaine. Bonne semaine.